Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Forum des jeunes du Forum Galien. Je m'appelle Maëlba et je suis la responsable communication senior de Speak Up Africa, qui est une ONG basée à Dakar au Sénégal et qui œuvre dans toute l'Afrique par les Africains, pour les Africains. On fait de la communication et du plaidoyer sur la santé publique sur le continent et on travaille sur des thématiques très spécifiques. Je me vois partout. Ça me stresse. On travaille sur le paludisme, les maladies tropicales négligées, l'égalité des genres, la recherche et le développement pour la santé et l'assainissement. Et je suis également la coprésidente d'un groupe de partenaires au niveau du partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, qui est une plateforme mondiale qui œuvre dans le cadre de l'élimination de cette maladie qui est évitable et traitable et qui pourtant continue de tuer un enfant par minute. Nous sommes donc aujourd'hui dans le cadre de ce forum, on va avoir des discussions donc très intéressantes sur le thème de la résilience en matière de santé et de climat en Afrique avec les jeunes et les femmes qui lead the way, comme on dit en anglais, donc ouvrent la voie. Et donc, on a des panélistes et des keynote speakers exceptionnels et vraiment de haut niveau. Donc, j'espère que cette session vous inspirera, car voilà, le thème du forum galien est sur le climat et la santé. Et donc, nous, on va y réfléchir sur la thématique du paludisme. Je vais sans plus attendre inviter la directrice exécutive de Speak Up Africa, Yacine Gibaud, qui va nous faire un discours d'ouverture. Vous pouvez l'applaudir. Voilà. Bonjour à tous. Donc, c'est un réel plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, Madame la Présidente du Forum Galien Afrique, chers ministres et représentants des ministères de la Santé d'Afrique, Monsieur le Directeur exécutif du partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, Madame la représentante du Fonds mondial, chers partenaires, en vos rangs, grades, qualité, tout protocole observé. Je voudrais tout d'abord adresser un message aux jeunes qui sont ici aujourd'hui, donc pour vous dire l'importance et le rôle que vous jouez dans le cadre de la réalisation de nos objectifs communs. Et c'est vraiment un grand honneur pour nous de nous retrouver aujourd'hui pour la 7e édition du Forum Galien Afrique et pour cette session consacrée à la résilience en matière de santé et de climat en Afrique. Les femmes et les jeunes ouvrent la voie. Et pour Speak Up Africa, c'est vraiment un réel plaisir d'avoir été aux côtés du Forum Galien Afrique depuis sa première édition. Et aujourd'hui, nous sommes tout particulièrement honorés de prendre part à ce moment de réflexion et d'échange qui met en lumière les différents défis auxquels notre continent fait face. Et plus important encore pour nous de pouvoir proposer des solutions pour pouvoir apporter des réponses à ces défis. La crise climatique est l'un des plus grands problèmes mondiaux et est devenue un défi majeur de santé publique. Cette situation est particulièrement évidente sur le continent africain, où se concentrent plus de 90% de la charge mondiale du paludisme et plus d'un tiers des maladies tropicales négligées dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé estime que 24% des décès dans le monde et 28% des décès d'enfants de moins de 5 ans sont dus à des facteurs environnementaux modifiables. Par ailleurs, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat estime que 51 à 62 millions de personnes seront exposées au paludisme en Afrique d'ici à 2030 en raison du réchauffement climatique. Il est donc important et urgent, si nous voulons atteindre l'objectif de développement 3, de mettre en œuvre des actions qui pourront nous permettre de pouvoir réduire le changement climatique et créer des conditions favorables à la charge de morbidité et limite la capacité donc, des pays à répondre à l'augmentation des cas. Donc pour nous aujourd'hui, il est particulièrement important d'avoir ce partenariat avec le partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, pour pouvoir mettre en place des systèmes de santé qui sont adaptés aux conditions climatiques qui changent et qui est devenue une priorité absolue pour nous en Afrique. Il est encourageant néanmoins de voir les progrès qui ont été faits et de constater l'urgence des défis sanitaires posés par le changement climatique qui sont pris en compte et reconnus particulièrement lors de la COP 28 en fin d'année dernière avec l'engagement d'1 milliard de dollars dans le cadre de la déclaration
des Émirats arabes unis sur le climat et la santé. Et c'est une étape importante, mais c'est loin d'être suffisant. Et aujourd'hui, pour nous, il est important de vraiment pouvoir voir comment est-ce qu'on peut nous assurer que les financements multilatéraux du climat sont effectivement alloués à la santé. L'OMS nous a indiqué en 2021 que moins de 0,5% du financement actuel est alloué à la santé. Donc pour nous, nous avons un grand plaidoyer à faire pour nous assurer de changer cette donne. Au niveau de Speak Up Africa, on a vraiment pour ambition de mettre en œuvre des actions collectives, des initiatives et des campagnes qui visent à soutenir les voix africaines et pour pouvoir contribuer à la résolution de différentes problématiques de santé en Afrique. Et dans le cadre du partenariat, nous pensons qu'on peut avancer bien plus vite. Et donc aujourd'hui, avec cette session que nous comptons, donc que nous co-organisons avec le partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, notre objectif est vraiment de mettre au cœur des réponses la jeunesse africaine, les jeunes qui œuvrent au quotidien pour pouvoir apporter des solutions et vraiment pouvoir vous écouter les jeunes et prendre en compte vos recommandations dans le cadre de la mise en œuvre de nos différentes stratégies. Donc, je nous souhaite une excellente session et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Yacine. Sans plus attendre, je vais maintenant donner la parole au docteur Michael Adekunle-Charles, qui est le CEO du partenariat RBM pour en finir avec le paludisme. Et car je pense qu'il va s'exprimer en anglais, car il vient du Nigeria, je vous recommande de mettre les petits casques. Je ne sais pas s'ils ont déjà été distribués ou pas, mais je pense que si vous n'êtes pas bilingue, il faudra rajouter les casques. Est-ce que vous les avez toutes et tous ? Beaucoup d'énergie. C'est la pause déjeuner qui vous a... Waouh! Vous avez les casques ou pas? Certaines personnes, je vois, oui. D'autres n'en ont peut-être pas besoin. Donc, je vais inviter Dr. Michael pour son discours keynote speech. So, good afternoon, ladies and gentlemen. It's always good to be here in Dakar, Senegal. It's a country I've come to many times. And yesterday I learned something that I will take back to my country. I learned that Senegal is the origin of jollof. So I will give up when we're talking about, jollof rice. I will give it to, Mael is recording me. I will give it to your country as being the originators of it, and I will take that news back to my country. But on a more serious note, allow me to stand on existing protocols as prescribed by Yacine, and to really recognize everybody here. When we talk about climate, women, youth, those are three things that I'm quite passionate about, and I've been, requested to give the keynote address today in terms of how do we collectively work together, how do we position women, how do we support the youth when it comes to the effect of climate, and building resilient health systems. Once again, my names are Michael Adekunle-Charles. I'm the RBM Partnership CEO. The RBM Partnership is a partnership of over 500 partners working within the malaria ecosystem to ensure that we drive down the burden of malaria. Obviously, the climate change and health, there's increased evidence in terms of the nexus between both, in terms of the connectedness between both. So really strengthening our support in terms of climate resilient health systems is really important. Allow me to give just a few examples in terms of the interaction between climate and health, or climate and malaria. We saw in 2022 with the floods in Pakistan that because of the flooding, we had a 5-time increment in the cases of malaria. This is significant when we think about the people it affects the most:
children, women. We've seen it on the African continent, in Malawi, in Mozambique, and recently we're even seeing it in this country of Senegal, where many places are flooded, where we're seeing longer rainy seasons, and where we're seeing, health systems being crumbled and damaged because of the effect of climate change. Now, we need to continue to see how we bring, women to the forefront in terms of our support. If we look at malaria or health generally, and I said this yesterday, it is really the women that are affected the most. Not affected because maybe they get the illness, but if the child is sick, 9 times out of 10, it's the woman that takes the child to the hospital. If the child is hospitalized, 10 times out of 10, it is the woman that stays beside the child's bedside. If a man is sick, it is the same woman that will support the man to get healthy. So women are really carrying a great burden when it comes to health, and climate isn't making it any easier. And that's why having this discussion and seeing what we can do together, I think it's important. The second aspect, obviously, something close to my heart as well, is the youth. How do we bring the youth with their energy into giving us solutions around resilient health systems, around innovative ways of dealing with climate? From the RBM partnership, we were able to come together to say, how do we bring the youth more and make sure that we can hear their voices? And on the 12th of August this year, we set up the youth work stream within the RBM partnership, which is really, again, driving a lot of our actions moving forward. I think for me, when we talk about climate resilience, we really need to make sure that we're having local solutions. It's important that we hear the voices from the communities, and we're really able to ensure that these voices are turned into policy, and the policies are turned into action as well. So my word to you is, how do we make sure that through the youth, through the women on the ground, we're able to ensure that we have a bottom-up approach, and we're able to strengthen our focus when it comes to climate resilience and building resilient health systems. I think we need to move to action. We've been talking for a long time about climate, we've been talking about women, we've been talking about the youth, but we really need to leave this room with concrete actions. What are the steps and what are the commitments that you will take, that I will take, so that we can build a better future for our children? So we really need to start reflecting on some of the policies and making sure that there is policies that are friendly in terms of delivering the national strategic plans and the national development plans. So the question I have is, what is your commitment in this area? What is your commitment when it comes to building climate resilience? What is your commitment when it means bringing women to the forefront? What's your commitment when it says, how do we bring the youth and make sure that their voices are heard? I really want your commitment as you have the discussions, as you move forward. My commitment, as I've said many times, is to ensure that the youth are part of the decision making when it comes to the RBM partnership. And I have a board member that is sitting here, and that's my request to the board in December when we meet again, is that we need the youth, and we need to continue to ensure that we preach what we walk the talk, and ensure that we're not just talking. So really moving into action, I think, is something that we need to do. What is your individual commitment within your organizations, within your household, when it comes to empowering the woman, when it comes to making sure that the women are more into leadership? My commitment, again, within my organization is to bring more women into the decision-making table, to bring them into leadership roles so that they can continue to multiply and really ensure that, together we can make progress. If you educate a man, you educate an individual. If you educate a woman,
you educate a community, you educate a region, you educate a nation, you educate a continent. My commitment is to ensure we bring more women into leadership. I need to know what your commitment is. So I'm going to pause for 30 seconds for somebody to raise their hand to say, what is your commitment to the youth? What is your commitment to women? Anybody? Before I pick. Yes, what is your commitment, sir? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Youssouf Djité. Je suis membre du réseau national des pères éducateurs du Sénégal, un réseau qui m'ouvre dans le cadre de la promotion des droits des jeunes filles et surtout dans le cadre de la santé et de la reproduction. Alors, au nom de cette région, notre engagement personnel au sein de cette organisation et l'engagement de cette organisation en tant que telle, c'est de promouvoir un monde digne des femmes et des filles. Récemment, au mois d'août, le réseau a réuni plus de 300 jeunes du Sénégal en provenance des 46 départements du Sénégal afin de lutter contre certains fléaux dont nos jeunes filles et femmes sont victimes. Donc l'engagement que nous avons en ce moment, c'est de promouvoir, comme je le disais tantôt, un monde digne des jeunes filles, mais de promouvoir le leadership, c'est les jeunes filles, de former beaucoup de jeunes filles leaders et beaucoup de jeunes femmes leaders, afin que certaines violences auxquelles les femmes sont victimes puissent prendre fin. Donc c'était ce que j'avais à partager avec vous. Merci. Thank you very much for your commitment, and thank you for all the work that you're doing. We certainly need more young men like you to really drive the change. I'll take one more commitment from anybody. Yes, in fact, I'll take two. I see two ladies. Yes, go ahead. Merci beaucoup. Je suis Dr Claudia Alfonso. Je suis retraitée de l'Organisation mondiale de la santé dans le domaine du renforcement des autorités réglementaires des médicaments. Et je suis retraitée, mais je continue. Quand j'étais à l'AMS, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine d'incorporer des gender dans les analyses de notre travail. Et après la retraite, je continue à travailler dans ce domaine aussi. Et voilà, c'est pour ça que je suis là. Merci. Thank you for your commitment. Last one. There's another lady there at the back. Yeah. Good afternoon. Afternoon. My name is Asetu Aida Kaba. I'm doctor in pharmacy. And my commitment for women is, I have an association who help women with, who lives with obstetric fistula. I have to cure these women, and I have to help them to be leaders in Africa. My association is based on Burkina Faso, but I want to work with many women of different countries like Senegal, Burkina, and other countries. My commitment for them is to help them to be leaders, to cure them for the first time, and the second time to lead them to be leaders in the world, and to help them in different domains. Like my English is not good, so we have to. It's okay. Okay, it's to help women to know what they really want in life, because it's very important when you are a woman to know what you really want in life, and to inspire them to do many things by showing them they are capable to do a lot of things, like make soaps, like make chocolate in different ways, and many other things. And I really need people to help me to give the spine to these women, because they deserve a lot of good things, and they deserve, like you said, women is nation. When you educate a woman, you educate a nation. I want to educate nations. So I really need all of you to help me to educate these women. Thank you. Wow.
That's really powerful. And the reason I called on 3 people to give their reflections in terms of action is because we shouldn't wait for anybody to do it for us. The action, the ideas, the motivation is all within us. So we should move away from talking, and ensuring that within our space, within our households, within our organizations, we now move into concrete action. We need to be champions when it comes to women empowerment, when it comes to youth empowerment, and when it comes to really ensuring that the nexus between climate change and health is made more visible. We need you, the youth. We need you, the women. If we encourage and engage the women, as we said yesterday, we all win. We want to win, we want to succeed, and we want to win, we want to succeed, and I really encourage all of us to really put in our best efforts to continue to work together and to ensure that we leave a better world for our children to come. Thank you very much, ladies and gentlemen, and happy to give this keynote address and to also engage in the discussions that are to come. Thank you very much. Back to you, Maya. Merci beaucoup, Dr Charles. Beaucoup de points importants dans ce discours inaugural. D'abord, que le Sénégal est l'origine du Jollof. Ça, je pense que, en tout cas, c'est bien noté. Cette session est également en ligne. Donc, je suis ravie que ce soit maintenant sur la sphère internationale. Secondement, vous avez parlé, vous avez dit voices are turning to policies and policies are turning to programs and actions. J'adore ça. Je pense que c'est vraiment exactement ce dont on a besoin. Maintenant, j'ai une question pour vous, le public. Combien de personnes dans la salle ont déjà eu le paludisme ? Si vous pouvez lever la main. Super, super, voilà, je m'y attendais parce que voilà, on a une maladie qui, 95% des cas et des décès sont en Afrique et Dr Charles qui vient du Nigeria, le Nigeria à lui seul, c'est 1/4 des cas et des décès du paludisme au niveau du monde. Donc c'est vraiment un fardeau qui est énorme. Et combien de vous dans la salle connaissent le Fonds mondial ? Ok. Donc en fait, dans la salle aujourd'hui, on a une personne très très importante qui s'appelle Cathy Falso et qui est la chef du bureau Afrique et Moyen-Orient au niveau du Fonds mondial, qui est assise en face de moi avec une magnifique robe. Et l'année prochaine, en fait, il y a une conférence extrêmement importante qui est la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, parce que le Fonds mondial, c'est un partenariat, une plateforme publique-privée qui est le plus gros donateur au niveau de la lutte contre le paludisme. Et donc l'année prochaine, il y a le Fonds mondial qui a sa conférence de reconstitution des ressources. Et quand le docteur Michael Charles a dit qu'on a besoin de vous, on a besoin, de nous tous, de notre soutien pour soutenir le Fonds mondial et pour faire porter nos voix, pour s'assurer que le paludisme est priorisé au niveau des gouvernements, au niveau de nos pays en Afrique, mais également au niveau des pays du G7, donc les pays qui sont les plus gros donateurs dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Donc après cette session, je pense qu'on devrait tous réfléchir à comment on va également faire porter nos voix sur les réseaux sociaux, au niveau des événements, au niveau des forums toute l'année prochaine, dans le cadre de la campagne de reconstitution des ressources du Fonds mondial, parce qu'on a besoin, comme disait le docteur Charles, de vos voix pour changer les choses et pour s'assurer que plus aucun décès ne soit imputé à cette maladie qui est complètement évitable et traitable et surtout qui subit majoritairement sur le continent africain. Si ce n'est pas nous qui allons l'éliminer, je ne vois pas qui éliminera le paludisme, donc vraiment c'est extrêmement important. Revenons à nos moutons. Je vais maintenant, je veux également aussi saluer les éminentes personnalités qui nous ont rejoints, le docteur Ibrahima Socéphale, qui est le directeur du programme des maladies tropicales négligées au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, qui est assis ici. Merci pour votre présence et pour votre soutien au niveau de tout ce qui est jeunesse, mais également de co-créer avec le docteur Charles tout ce qui est l'intégration de la lutte contre le paludisme et des maladies tropicales négligées, et également le docteur Magda Robalo, qui est ancienne ministre de la Santé,
de la Guinée-Bissau et qui est avec nous aussi. Un plaisir de vous avoir lors de cette session. Je vais maintenant inviter mes éminents panélistes qui seront bientôt les Magda et les docteurs Socéphale et les docteurs Michael Charles et les Yacine Djibo de demain. J'y crois beaucoup, on a parlé de leadership et donc ces jeunes personnes que je vais inviter, qui ne me regardent pas du tout, qui sont sur leur téléphone, je vous invite à venir prendre vos places. Donc en premier lieu, Farida Thiemtoré, qui est au niveau, qui nous vient du Burkina Faso. Bienvenue, on peut l'applaudir. Farida Thiemtoré est une fantastique jeune femme qui fait partie, d'un programme mis en œuvre par Speak Up Africa et financé par la Fondation Chanel et avec qui on travaille énormément aussi avec le Fonds mondial, qui s'appelle Voix essentielles, que je vous invite à aller sur notre magnifique page pour avoir plus d'informations sur cette initiative www.voixessentielles.org et qui est également au niveau qui vient d'être élu au niveau du membre du Conseil de la jeunesse du Fonds mondial. Donc félicitations. Le Conseil de la jeunesse du Fonds mondial, c'est une plateforme où il y a 11 jeunes personnes qui sont élues pour des mandats, je pense, de quelques années. Je n'ai pas le nombre exact, 2 ans, merci Cathy. Et qui est vraiment une instance de décision extrêmement importante. Et donc, Dr Charles, on écoutera et on vous tiendra accountable par rapport à avoir un jeune au niveau du board de RBM, mais je sais que vous allez le faire. Donc, Farida, bienvenue encore une fois du Burkina Faso, des pays et des femmes et des hommes intègres. Je vais maintenant appeler Yero Sarr, qui est sénégalais. Bienvenue. Yero, qui est un jeune activiste au niveau du changement climatique, qui travaille depuis plusieurs années pour vraiment s'assurer que le changement climatique est une priorité au niveau de l'État du Sénégal, mais également de la sous-région et de l'Afrique. Bienvenue encore une fois, Yero, et merci d'être là. Yero vient de Podor, qui est ma région. Du coup, j'ai une affinité particulière avec Yero. Je vais également donc maintenant appeler Zeynaba Naraben, qui nous vient du Mali. Bienvenue. Zeynaba qui travaille au niveau du réseau des jeunes sur le changement climatique au niveau du Mali et qui fait partie du RBM Youth Workstream, donc le groupe de travail des jeunes comme mentionné par le docteur Michael Charles, qui a été relancé en août 2000. Le 12 août dernier, je ne suis pas du tout fatiguée, le 12 août dernier, et donc Zeynaba fait partie des 2 coprésidentes de ce groupe au niveau de l'espace francophone, donc sa co-chair est Dr Rachel Daya qui est au niveau de la RDC. Et pourquoi la RDC? Parce que la RDC, après le Nigeria, c'est le pays où il y a le plus de cas de paludisme et de décès dus au paludisme, et donc vraiment on doit travailler avec surtout les pays les plus impaludés. Le Mali fait également partie de ces pays-là. Donc, re-bienvenue Zeynaba, merci d'être là. Et enfin, last but not least, I will invite Odinaka Kingsley Obeta, who is the founder of Block Malaria, donc le fondateur de Block Malaria. He comes from Nigeria. Yes. So we will have him also acknowledge that Senegal has the best jollof rice, don't worry. Odinaka is also the co-chair of the Youth Workstream of the RBM Partnership, and il travaille énormément aussi sur le paludisme et le changement climatique. Donc je vais aller m'installer à côté de mes panélistes et on va commencer la liste des questions. Rebonjour. Donc, je suis ravie de vous avoir toutes et tous ici. Je vais commencer par toi, Odinaka, en termes de questions. I will start with you, Odinaka. Just very quickly, can you just introduce yourself and let us know what inspired you to get involved in both climate activism and malaria prevention, and how do you see the connection between the 2 issues in your community? Thank you so much, Mael, and a very warm afternoon to everyone. My name is Odinaka Kingsley Obeta. I'm a scientist. I'm also the executive director at Block Malaria Africa Initiative, which is a malaria intervention initiative that is working with vulnerable communities
to help them build ownership, when it comes to malaria prevention. I'm also the West African lead at the African Leaders Malaria Alliance Youth Advisory Council, where I also champion the need for young people to be engaged in the fight against malaria. And one of the critical things that is important is to highlight that, I grew up in a community where the impact of climate was felt directly. I could remember attending secondary school and, there was a river close to my school. Sometimes when the river gets overflooded during rainy season, we have to wait literally, in school for like 2-3 hours for the water to just go down before we can cross back and go back home. And sometimes we have to come to school and the river is flooded, we return back home, right? I grew up in a place called Jos, and the community is Student Wada, and this was one of the major issues that we experienced at the time. I would remember my mom saying, don't pile dirty water after washing your clothes and all of that, because there will be mosquitoes, but I never understood what the connection was at that point. But eventually I made a decision to study medical laboratory sciences in the University of Jos in Nigeria. And in my third year, I would take a course, medical parasitology, where I got to understand the life cycle of a mosquito. I got to also understand, that, mosquitoes can breed successfully when there is actually a body of water left, around a particular environment. So this got me to, see how the environment connects directly with mosquito. I also, of course, got to learn about malaria and what causes, malaria, and also figured that it is really possible to prevent malaria, and that malaria is also a treatable disease. This knowledge at that point inspired me to want to learn more about the environment and also understand more about climate and how it connects to health. So in the year 2020, the former Vice President of the United States, Vice President Al Gore, had put together this climate reality program where young people across different parts of the world were registering to take this program and then learn more about the climate and also learn about the connection with health. I applied, I got selected, and took this program that lasted for, I think, 2 weeks at the time. And this gave me a deep insight, about the nexus between climate and not just health, but then now specifically to malaria. And ever since this time, I've been very, very dedicated, towards, helping communities, understand that when it comes to malaria prevention, the focus is not just on getting yourself to the hospital when you're sick, but it starts first of all by understanding that your environment, the safety of your environment, can also translate to your safety as a person. So, one of the major things that we do, for instance, at Block Malaria Africa, is working with communities to help them understand how to keep their environment clean. It may look like a very simple exercise, but then trust me, we've helped community understand the essence of cleaning up their drainages. We've helped communities understand the implication of piling up dirty water, or keeping water uncovered within their environment. We've helped community understand why it is important to manage their waste properly. And by so doing, you can see communities that are very vulnerable to malaria take responsibility for their health and even act directly to ensure that they're able to prevent malaria. And this is one of the key things for me. So it started first of all by being affected as a person. I've seen firsthand the implication of, of the impact of climate change in my environment. And as a young person who is also passionate about malaria elimination, now when I speak, I don't speak only from the standpoint of a scientist who is trying to eliminate malaria, but I also speak from a standpoint of a scientist who understands that there's a nexus between the climate, and health. So we must take action from that perspective. Thank you so much. Merci. Merci beaucoup, Odinaka. Thank you so much for your passion, and that's why you're the co-chair of the Youth Workstream, because you're so passionate and dedicated to this cause. Donc merci beaucoup vraiment, Odinaka, pour le partage de cette expérience. Je pense que tu as parlé de vraiment d'avoir compris très tôt le croisement et l'intégration de ces deux thématiques, et c'est extrêmement important vraiment d'avoir cette appropriation au niveau communautaire et que les gens comprennent
comprennent vraiment quelles sont les causes du paludisme et les actions à prendre pour limiter les cas ou en tout cas éliminer la maladie. Farida, je vais me tourner vers toi maintenant. Au niveau de Voix Essentielles, tu as créé ton organisation suite au blog que tu avais, Les Héroïnes du Faso. Est-ce que tu peux nous en dire très rapidement qu'est-ce que vous faites au niveau des Héroïnes du Faso pour peut-être inspirer d'autres personnes ici, et ensuite répondre à ma première question, donc, qui est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux aider les femmes à devenir des défenseurs. Donc défenseur, c'est advocates en anglais, on n'a toujours pas trouvé le bon mot pour le... Je ne sais pas si défenseur is the best, mais en tout cas, je ne sais pas, advocates. Des défenseurs, plaideurs en matière de résilience climatique et de prévention du paludisme dans leur communauté. Donc je reviens sur ma question. Comment est-ce qu'on peut mieux outiller, aider les femmes à devenir des défenseurs, des plaideurs, des plaideuses en matière de climat et de paludisme dans les communautés? Merci beaucoup Maëlle pour la parole. Merci à tous d'être là ce soir pour nous écouter. Je suis Farida Tiemtoré, je suis blogueuse sur la promotion des initiatives féminines. Je suis également présidente fondatrice d'une organisation de jeunes filles appelée Les Héroïnes du Faso. Je suis également voix essentielle au Burkina Faso et récemment membre du Conseil des jeunes du Fonds mondial. En ce qui concerne l'aventure avec mon blog, il a débuté depuis 2019, parce que de nature, je suis une jeune fille très passionnée par le digital, par le numérique. Et je me suis donc posé la question de savoir comment je pourrais tout simplement utiliser mon téléphone pour me rendre utile à ma communauté. Et c'est là, j'ai pensé qu'au-delà des réseaux sociaux, il y a la possibilité de créer en fait un blog qui est vraiment hébergé de la même manière que les sites web. C'est un peu comme un journal qui me permet de discuter de mes passions, de discuter de mes centres d'intérêt. Et c'est là, en fait, que j'ai pensé justement à créer un blog focus sur les jeunes filles et les femmes, avec le nom Héroïnes du Faso, qui traduit la passion, la force, le pouvoir, les compétences des jeunes filles et femmes. Et à travers le blog, qu'est-ce que je faisais? J'allais à la rencontre des jeunes filles et femmes modèles de réussite, et ces dernières, en fait, partageaient leur expérience pour justement motiver et booster d'autres jeunes filles à faire comme elles. Au-delà de tout ça, je partageais en fait des initiatives en lien avec la thématique de l'éducation, de la santé, des violences basées sur le genre, de l'autonomisation des femmes de façon générale. Et je tiens à préciser qu'avec le blog, a remporté pas mal de distinctions. Et cette distinction traduit justement la passion, l'énergie et surtout les efforts que j'ai déployés pour faire entendre, pour amplifier en fait les voix des jeunes filles et femmes dans ma communauté. Et en 2021, d'un blog, nous avons évolué à une organisation formellement reconnue par l'État burkinabé. Merci. Et pour revenir maintenant à ta question, Maëlle, je pense personnellement qu'il faut tout d'abord reconnaître en fait le rôle des femmes en tant que gardiennes dans nos communautés. Parce qu'on le sait très bien, partout en Afrique, plus précisément dans mon pays, le Burkina Faso, on est tous d'accord que ce sont les femmes qui sont chargées de tout ce qui est en lien en fait avec les ressources naturelles, que ce soit la gestion de l'eau, la corvée d'eau, c'est elles qui partent chercher de l'eau. C'est également elles qui s'occupent de l'énergie, c'est aussi elles qui s'occupent de l'alimentation de la famille. Donc elles connaissent mieux en fait l'environnement local, elles connaissent mieux en fait le système en fait de la société. Et en plus de ça, je pense qu'il faut travailler à soutenir les initiatives des femmes. Aujourd'hui, dans mon pays, le Burkina Faso, pas mal d'initiatives de femmes ont été en fait développées pour soutenir tout ce qui est en lien aujourd'hui avec changement climatique et paludisme. Avant, on utilisait beaucoup plus les bois de chauffe. Mais aujourd'hui, il y a les foyers améliorés. Et tout ça, ça contribue d'une manière ou d'une autre à renforcer en fait la lutte contre le changement climatique, préserver en fait nos ressources naturelles. Au-delà de ça, je pense qu'on devrait aussi soutenir les initiatives des jeunes filles en lien avec le numérique. Parce qu'aujourd'hui, il est vraiment en fait difficile de pouvoir en fait toucher les femmes, surtout dans les zones rurales.
Donc nous qui avons cette maîtrise en fait des réseaux sociaux, nous qui avons cette maîtrise en fait du numérique, du digital, nous devons nous approprier en fait de cela pour justement faire voir les activités de ces dernières. Parce que les femmes des milieux ruraux, elles font un travail fantastique, un travail formidable, mais malheureusement, elles ne sont pas du tout visibles. Donc il faut justement penser à mettre ces dernières beaucoup plus, leur rendre plus visibles sur les médias sociaux, leur rendre plus visibles sur le digital, afin qu'elles puissent en fait avoir leur place et pour renforcer aussi le plaidoyer. Et voilà pourquoi Farida est une voix essentielle et au Conseil des jeunes du Fonds mondial. Merci beaucoup pour ta passion et ton énergie et tes idées. Je pense que c'est exactement ce que tu proposes. C'est ce qu'on essaye de faire au niveau de... Un petit mot. Voix essentielles. Je ne sais pas, je l'ouvre devant tout le monde. Peut-être un mot d'amour. Très bien. Merci. C'était l'ancienne ministre de la Santé du Bénin. Bonjour madame. Ancienne ministre de la Santé du Bénin, professeure Dorothée Kinde Gaza. J'espère que je dis bien votre nom. Bienvenue. Merci. Merci d'être là avec nous. Est-ce que ce serait possible que ce soit Franz qui m'ait transféré ce petit mot ? Très bien, voilà, je connais mes collègues, donc bienvenue à madame et vous êtes à côté d'éminentes collègues et partenaires. Merci beaucoup Franz. Je reviens donc à mon panel. Farida, merci pour la passion et tout ce que tu as proposé. Et je disais, au niveau de voix essentielles, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, d'amplifier les voix, de mettre en avant les travaux des femmes, de mettre en avant les idées, les actions des femmes au niveau de la toile pour vraiment amplifier, parce que la représentation, c'est énormément important. Aujourd'hui, on a au niveau de Speak Up Africa, la plupart du leadership est féminin. La fondatrice est une femme, Yacine Djibo. La députée fondatrice, executive director, Farah Ndiaye, est une femme également. Sophie, qui n'est pas là dans la salle, est une femme. Docteur Astou est une femme. Donc on a vraiment ce pouvoir de la représentation et donc c'est vraiment important de communiquer, en tout cas pour inspirer et pour changer les choses. Yero ? Farida a parlé de la création de son blog et de sa passion pour le digital et pas juste de scroller sur Instagram et d'envoyer des reels à ses amis, mais vraiment d'utiliser ces plateformes, ce que je fais aussi, hein, c'est pas un jugement, mais également d'utiliser ces plateformes pour sensibiliser, pour communiquer et pour changer les choses. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, comment tu utilises tous ces outils numériques pour amplifier les messages au niveau de la résilience climatique et de la prévention du palu ou d'autres thématiques de santé? Merci beaucoup Maëlle. C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup Maëlle. Je vais tout d'abord me sacrifier à la tradition. Je veux remercier tout un chacun d'être présent aujourd'hui et remercier Speak Up Africa pour l'invitation. Tout d'abord il faut s'estimer heureux et pour ne pas dire chanceux de faire partie de cette époque-là, l'époque de la technologie. Je ne vais pas dire, je ne vais pas parler d'ère parce que c'est une époque que nous avons eu la chance de pouvoir assister. Et nous avons eu la chance d'être de ceux-là qui ont utilisé cette technologie-là pour essayer de résoudre quelques difficultés que rencontre le monde aujourd'hui. Comment on s'y prend? Premièrement, comme vous le savez aujourd'hui, les époques ont changé, comme je l'ai dit tantôt. Et vu ce changement aujourd'hui, on est amené à aller vers cette technologie et à utiliser des moyens de communication différents. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller faire le rang devant une télévision ou bien une radio à attendre un temps d'antenne. En un clic, on parvient à connecter ou bien à parler d'une difficulté que l'autre à l'autre bout du monde rencontre. Et c'est vraiment
C'est vraiment la magie du clic, comme on a tendance à le dire. Et nous, en tant que militants pour le climat, on s'y prend de manière très holistique, c'est-à-dire on y va en globalité et on essaie un peu de démystifier la chose. Je pense que quand on parle du paludisme aujourd'hui, les étudiants en médecine de la salle vont automatiquement penser au nom scientifique. Je ne sais pas si c'est... Bon, je ne connais pas, je n'ai pas fait la médecine. Ils vont automatiquement penser à ce nom-là et la plupart du temps, ça amène les populations dans la confusion. Et nous, on s'est dit, il est impératif aujourd'hui, quand on essaie de démystifier la chose, qu'on la rende plus accessible. En quoi faisant? Aujourd'hui, je pense que lorsqu'on parle de changement climatique, on a automatiquement en tête l'image d'un désert, ou bien on a automatiquement en tête, pour ceux qui vivent dans les zones côtières, d'élévation de niveau de mer, ou bien pour ceux qui vivent dans les zones inondables, ils ont automatiquement en tête des maisons qui sont inondées. Quand on parle de paludisme, pour nous en Afrique, bon, pour ceux qui sont tombés malades, ils ont automatiquement, ils pensent à l'hôpital. Pour d'autres aussi, ils vont penser au moustique. Bon, je ne connais pas son nom, je n'ai pas fait la science. Ou certains aussi vont penser à la moustiquaire. C'est juste pour vous faire comprendre un peu, essayer de vous montrer qu'on a essayé d'humaniser la chose. Et en humanisant la chose, on prend les vécus des gens à travers ce qu'on appelle le storytelling. Je pense que nos amis anglophones le connaissent mieux. Et on essaie un peu de montrer aux gens que cette réalité-là n'est pas seulement que des statistiques, mais c'est une chose qui existe. Elle existe. Et je pense que lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui a vécu la chose, et à travers des images qui prouvent et qui montrent la chose, vous comprenez mieux la chose. C'est la raison pour laquelle on a choisi les réseaux sociaux comme étant le moyen de rempart pour pouvoir aussi faire valoir notre voix. Un autre aspect aussi qui est important, c'est que tout le monde n'a pas accès à la parole. Tout le monde n'a pas accès à la parole. Il y a ce qu'on appelle chez nous la voix des gens marginalisés, qu'il faut faire valoir, il faut qu'on les entende. Ces gens aussi ont leur mot à dire et elles n'ont pas toute la possibilité d'être présents aujourd'hui au Forum du Galien ou bien d'être présents à la COP. Il faut néanmoins qu'on écoute leur voix. Donc c'est à travers ces storytelling-là qu'on met l'accessibilité à ces populations-là de pouvoir faire valoir leur voix. Un autre aspect aussi qui est important avec les réseaux sociaux, ça nous permet de pouvoir consolider nos luttes et surtout d'aller en bloc commun. C'est un jargon qui est très récurrent chez nous, pour ceux qui sont dans les domaines comme la santé et autres. Ils savent qu'il est impératif que lorsqu'on veut avoir quelque chose des multinationales, ou bien lorsqu'on veut avoir quelque chose des décideurs, il est impératif d'aller en bloc commun. Plus vous êtes dispersés, c'est plus facile pour eux de pouvoir faire passer leur manœuvre. Donc c'est la raison pour laquelle on utilise ces réseaux-là pour consolider nos liens, partager nos vécus. Il peut y avoir une situation qui s'est passée au Sénégal aujourd'hui, par exemple à Saint-Louis, ou bien au niveau de Dionewar où j'ai vu, il y a des populations aujourd'hui qui ont vu leur maison engloutie par la mer. Et elles n'ont pas de possibilité, elles n'ont pas d'astuce pour pouvoir faire reculer la mer. Alors que de l'autre côté, je ne vais pas citer le Burkina parce que le Burkina n'a pas de mer, alors que de l'autre côté, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui, elle, a accès à la mer, a trouvé une solution pour pouvoir, les communautés là-bas ont trouvé une solution pour pouvoir au moins faire reculer la mer, même si c'est pas à grand escient. On essaie à travers cela d'essayer de prendre ces solutions-là à travers notre réseau et de partager aux populations riveraines de Dionewar ou du Sénégal. Je pense qu'on l'a fait avec le chef du village de Dionewar qui est finalement décédé le mois dernier. Donc c'est cela. Nous utilisons ce pont que sont les réseaux sociaux aujourd'hui pour donner de l'espoir, pour faire entendre les voix en gros, et surtout pour essayer d'influer de manière très positive les politiques décisionnelles. Merci. Merci beaucoup Hiero pour ces réflexions. Je pense qu'il y a énormément de choses que tu as dites que je co-signe et que beaucoup de gens co-signent, tout comme ma collègue Farah qui a même levé les mains pour applaudir. C'est rare. Je pense que tu as dit, oui, voilà, beaucoup de choses en termes de communication, le storytelling, humaniser les statistiques, parce que les statistiques, c'est très important, mais les stories, les histoires qui sont derrière, c'est ça qui va toucher les émotions des personnes et c'est ça qui va influer et nous permettre de toucher les décideurs. Cathy, pour la campagne du Fonds mondial, je pense vraiment qu'il faut qu'on recrute Hiero pour travailler ensemble et co-créer, parce qu'on aura encore une fois besoin des voix, des messages, des plateformes,
forme commune de chacun et chacune d'entre vous dans cette salle ou qui nous regardent de chez eux. Merci encore une fois donc Hiro, et je vais passer à toi Zainaba. Est-ce que tu peux donc te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais au niveau du réseau, et ensuite comment est-ce que tu vois le rôle des jeunes femmes dans la conduite d'initiatives de santé entre l'intersection donc climat et santé et lutte contre le paludisme si possible, au Mali et dans la région ou en Afrique. D'accord, merci beaucoup Maëlle. Merci, bonsoir à tous. Un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis présidente du réseau des jeunes sahéliens pour le climat au Mali. C'est un réseau créé en 2018 au Burkina Faso par des jeunes en fait qui sont conscients de leur rôle dans cette lutte, la lutte contre les changements climatiques, parce que oui, les jeunes ont un rôle à jouer. Et ces jeunes se sont réunis pour mettre en place ce réseau qui existe aujourd'hui dans 5 pays, le Burkina bien évidemment, le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. Et l'objectif principal, c'est de vraiment promouvoir les pratiques du développement durable pour lutter contre les changements climatiques. Et nous, au niveau du Mali, on s'est beaucoup plus focus sur la formation, la sensibilisation, l'éducation, mais aussi le plaidoyer, parce que on s'est rendu compte pour un début que la jeunesse, mais aussi la population de manière générale, n'est pas assez conscient des enjeux liés au changement climatique, bien que nous vivons à plein fouet aujourd'hui l'impact, mais on se dit qu'en fait, on n'a pas forcément une définition de ce que nous vivons. Donc, il est important qu'on sensibilise le maximum de personnes, qu'on passe le maximum d'informations sur la question. Et comme Hiro l'a dit, les changements climatiques, c'est assez technique, comme le paludisme, terme de santé. Le changement climatique est aussi très technique, donc il est important de trouver en fait les mots idéaux pour parler de cela aux populations, aux communautés, surtout locales, afin qu'ils puissent comprendre ce qu'ils vivent réellement et ensemble trouver des solutions. Nous faisons aussi des plaidoyers de haut niveau, au niveau national, régional et aussi international, pour que la jeunesse puisse être impliquée dans la lutte contre les changements climatiques, que notre rôle nous soit donné, mais aussi un peu au niveau international, qu'il y ait beaucoup plus de financement pour le Sahel, bien évidemment, dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, pour revenir à ta question, Maëlle, tu as dit le rôle, comment je vois le rôle des femmes dans cette lutte. Alors, je dirais que le rôle des femmes est central. Qu'on parle de climat ou de paludisme, le rôle des femmes est vraiment central parce que nous sommes en fait au centre de tout cela. Un premier rôle dont je vais parler, c'est le rôle d'éducation. Il faut savoir qu'en fait, dans nos sociétés au Mali et un peu partout en Afrique, la femme est vue comme éducatrice, comme d'ailleurs seule éducatrice, on va dire, dans la famille. Mais je pense qu'en fait, ces stéréotypes, nous devons l'utiliser en notre faveur dans cette lutte, dans ce travail, pour pouvoir éduquer nos enfants, les membres de la famille et par la même occasion la société sur les bonnes pratiques et les bons comportements adoptés dans cette lutte. Donc, je parlerai pour un début de cela. La deuxième chose, c'est quoi? Il faut savoir en fait que les femmes sont responsables de la santé et du bien-être dans nos familles. Je pense que Dr Michael l'a dit, c'est les femmes qui amènent les enfants à l'hôpital quand ils sont malades, qui restent à côté des enfants quand ils sont malades, également à côté de leur mari. Et c'est aussi aux femmes de parcourir des dizaines de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et vous savez bien évidemment que le changement climatique a un impact crucial sur l'eau. Et ce qui les amène souvent à parcourir beaucoup plus de kilomètres pour aller chercher de l'eau, c'est à elles d'aller au champ pour chercher à manger et nourrir la famille. Donc en fait, elles sont au centre de tout ça, elles sont au courant de tout. Elles sont informées et vivent la chose plus que n'importe qui. Donc, c'est à elles de sensibiliser la communauté, de sensibiliser l'entourage sur tout cela, en fait, parce qu'elles vivent la chose, elles savent qu'il n'y a pas d'eau à cause des changements climatiques, elles savent comment le paludisme peut être mortel quand ça attrape son enfant et vivent, en fait, la chose. Donc, c'est important qu'elles soient quand même cette
porte-voix, qu'elle puisse sensibiliser le maximum de personnes autour de soi. La dernière chose que j'ai notée, c'est l'action. Je pense qu'au-delà de tout ça, la femme doit aussi agir. La femme ne doit pas juste rester à la maison et cuisiner. On doit agir, on doit être sur le terrain, que ce soit pour le climat ou le paludisme. Il faut vraiment qu'on soit sur le terrain, qu'on agisse, mais surtout qu'on participe aux instances de prise de décision. C'est important que nous portons notre voix, c'est important que nous ne soyons pas en fait que de simples téléspectateurs, mais qu'on participe et qu'on porte notre voix parce que nous avons une voix à porter et c'est important qu'elle soit entendue. Merci. Merci beaucoup Zeynaba. Je pense qu'on devrait faire Voix essentielles au Mali et puis la voir. Alors tu as dit le réseau est au niveau de beaucoup de pays, mais j'ai pas entendu le Sénégal. Non, pas au Sénégal. Quelle audace. Pas pour le moment. Et comment on peut le lancer ici? On va y travailler. Il y a le bureau régional au niveau du Burkina Faso. On va y travailler. En fait, si on veut, au début, on voulait le faire dans les 5 pays du G5 Sahel. Mais bon, après, le G5 Sahel n'existe plus, pour ceux que vous savez. Donc oui, on va bien sûr essayer de l'étendre sur le Sénégal. Très bien, parce que je pense qu'on devrait créer une base de données avec toutes les personnes dans cette salle qui voudraient participer à ce réseau et d'ailleurs à la suite des discussions. Merci beaucoup Zeynaba, encore une fois pour tes 3 points. Je pense que c'est extrêmement important, surtout donc tu as parlé de l'action. Je ne sais pas si vous savez, mais au niveau des community health workers, des agents de santé communautaire, au niveau de l'Afrique et du monde, c'est plus de 70% de la masse des agents de santé communautaire qui sont des femmes. Et malheureusement, quand on arrive et quand on monte dans les processus de prise de décision au niveau des systèmes de santé, il y a de moins en moins de femmes. Donc vraiment, c'est important qu'on puisse notamment être sur le terrain, mais également prendre les décisions informées par tout ce qui est au niveau du terrain et des communautés. Merci beaucoup Zeynaba. Odinaka, I'm going to turn to you again. We've talked about collaboration. Dr. Michael talked about this earlier, the importance of working together with the partners to unify our voices. And I was wondering, how do you think youth-led organizations can collaborate with local governments, health authorities, and those kind of stakeholders to implement effective climate resilience health solutions? Thank you so much, Mael. You know, when you talk about youth or young people, over the years, this has been like a concept that have been a mystery to a lot of people. And they keep wondering, these people are young, they don't know what you're doing. You know, so it's been a thought that have been there over the years, but I'm glad that platforms like this have been created, and kudos to the Gallian Forum as well to Speak Up Africa for you know, convening young people to come not only share expertise but also talk about their own personal stories and also inspire a lot of other young people and let them know that it's possible. So one key thing that is important when it comes to collaboration, I think this is the center of everything we're actually talking about today. Already we're seeing climate collaborate with health, basically, right? It is not possible for us to really achieve you know, the success in terms of building a climate resilient system, be it health system, or building like a climate resilient community without, you know, proper collaboration between the community and the government. And the way I look at it, I see that youth-led organizations or youth-led initiatives are like the oil, you know, that, you know, engineers or the oil that actually smoothens the relationship between government and communities. And why this is important is because we have literally practicalized this at Block Malaria Africa Initiative in Nigeria. We have worked with vulnerable communities to get them to tell their stories. Farida was talking about how important it is for, you know, the stories of communities to be told. We've identified so many gaps that limit community from accessing, you know, opportunities like health care, you know, bed nets in terms of malaria intervention and a host of others. And some of the reasons that we've seen are actually reasons that are going to be a surprise to you. For instance, we worked with a community in 2019, and one of the things we figured out is that this community with 30,000 population and more lacks access to a primary health care. The closest to them is about 2 kilometers from the community. And the major reason why they don't have a primary health care when we investigated was because the government of the time, you know, decided not to provide a primary health care for them because they did not vote in that particular governor in place. I'm sure this is the case probably in a couple of other countries somewhere, but then this is some of the issues that communities have to battle with.
And at the end of the day, there's nobody there who speaks on their behalf and ensures that their right, which is actually access to healthcare, is provided to them right at that level. So one of the things we've done is to work with communities to co-create solutions, right? So as a youth-led organization, we succeeded in collaborating with local businesses and other youth-led organizations, within Jos, Plateau State Capital in Nigeria. We teamed up with about 50 initiatives, right? Local initiatives, to see how we can co-create solutions with these communities and then create committees that can work with the communities and interface with the government. Now, this is just one powerful thing that collaboration can do. As a result of that intervention, a few months later, the government provided 2,500 bed nets for that community, because apparently the previous distribution have not captured the community because they were not in support of they've never voted in the government at the time, right? So collaboration is very essential, because as youth-led organization, we have like the numbers. Young people have energy, they have the innovations, they are passionate. Look at, for instance, the way myself and my friends and colleagues have spoken. We're not telling you stories we read in a book, we're telling you things that we've done. We're telling you things that we are still going back to do, right? So young people in Africa, about 650 million, is a huge population to tap into, right? Imagine collaborating at the state level, at national level, at international level, for instance. Imagine the impact we can make, right? Zainab just talked about, the work she's doing in climate and how the team is distributed across different countries. Now Senegal is bidding. Can we have a team in Senegal, right? Right? So imagine a collaboration between Senegal, Mali, Burkina Faso, and all the countries that, are a part of this coalition. Imagine how much work the population of youth we have, in these countries can actually pull. So when we talk about collaboration, it's too essential. Now, take a look at it from the standpoint of even the use of digital tools or digital technologies. Yaro was talking about something earlier about his work, in promoting the use of social media and breaking down health information. Young people are in the center of driving, technological advancement. And when it comes to helping communities bridge that gap with government, there is no better set of people that are best fit to drive that process than young people. And if you ask me, I would say we are the ones on social media. We are the ones who have access to the programming tools. We are the ones interested in coding. We are the ones building the AIs. We are the ones who choose to spend all the day on the internet, right? Now, we are beginning to convince ourselves as young people to not just talk with each other, but then think about ideas and then spend time in building solutions using technological platforms, right? Myself and a couple of my friends currently are working on a project, because the impact of climate in Nigeria, for instance, is escalating. As we speak right now, Borno State in northeastern Nigeria is flooded. And it's one of the issues that Peter Sands, last week we had a meeting with the executive director of the Global Fund, and this is one of the things he was really concerned about, that the impact of climate in Nigeria has affected communities, and we're seeing that the investment of the Global Fund over the years is currently going to waste because we have not set in structures that can reduce the impact of climate change in those communities. So when we build laboratories, we build hospitals, and eventually we have excessive rainfall, these communities get flooded, and those equipment worth hundreds of millions are also damaged, right? So if we have youth-led organizations in those communities take the center stage to drive advocacy, the impact is that we're able to educate communities on how to take action. We're also able to leverage our numbers to interface with government and force government to put in the right policies, be it policies around infrastructure, be it policies around healthcare and others. It is very, very critical. The AI we are building, myself and my team, is to help in predicting the impact of climate change in certain communities, and to also, it's sort of an early warning, system that can help to alert government or institutions on where there's going to be an impact of climate and give recommendation on time on the kind of malaria-related interventions that should be set in place, in order to avert such impact, or in order to support the community when such impact is made. So there is advocacy, which is critical. Young people or youth-led organizations can collaborate to drive advocacy. We interface with government and communities. We bridge that gap. We can co-create solutions with communities, right? And then help communities take ownership of their own, of their environment and of their health. And we can also leverage digital platforms to create digital solutions and also raise awareness on the impact of climate change, as well as the need for malaria elimination.
Thank you so much. Merci, merci beaucoup Odinaka. Thank you. That was very informative and again very passionate. So merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers toi, Farida. Odinaka nous a fait un peu une liste des actions clés pour vraiment travailler avec les gouvernements, que ce soit à l'échelle locale, régionale ou continentale. Mais toi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus au niveau du Burkina Faso, quels sont les défis que tu as rencontrés? Il a parlé de certains des défis qu'il rencontrait au niveau du Nigeria, mais que toi, auxquels tu as été confronté en tant que jeune activiste, parce que le but, c'est vraiment de s'assurer que toutes les personnes qui sont là, qui nous regardent ou alors qui sont dehors et qui ne sont pas encore des activistes dans le cadre du climat, de la lutte contre le palu ou de l'égalité des genres, puissent travailler et puissent nous rejoindre. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les défis que tu as rencontrés, toi, en tant que jeune activiste travaillant donc, sur ces questions de genre et de santé, et comment tu les as adressés et comment on va pouvoir adresser aussi ces défis-là avec tout ce qui est palu et climat? Encore merci, Maëlle, pour la parole. Le premier défi que je peux mettre en avant, c'est la légitimité. Légitimité et crédibilité. En ce sens que je suis juriste de formation. Et des personnes se posaient la question de savoir pourquoi une juriste s'intéresse à la thématique de la santé, pourquoi une juriste s'intéresse à la thématique du genre. Et il a donc fallu en fait que je leur fasse comprendre qu'il y a une synergie en fait d'action entre droit et toutes ces thématiques. Parce qu'à travers le droit, on nous apprend justement le droit à la santé, on nous apprend les questions de genre, le droit des femmes et tout. Ensuite, pour remédier à cela, j'ai travaillé vraiment à renforcer mes capacités. Et c'est une chose que je continue jusqu'à présent. Apprendre encore et encore. Nous sommes jeunes, nous avons de l'énergie, nous avons du temps. Et il faut apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui, donc je n'hésite pas à apprendre lorsqu'une thématique me passionne. Donc, malgré que je n'ai pas en fait suivi des études focus uniquement sur le domaine de la santé et du genre, je m'intéresse à des formations, je m'intéresse à des ateliers, je m'intéresse en fait à des mobilisations en fait qui abordent ces thématiques, histoire déjà d'aller apprendre et aussi me faire un réseau des professionnels du domaine. Et en parlant des professionnels du domaine, je n'hésite pas justement à solliciter des professionnels du domaine lors de nos activités. Par exemple, en tant que jeune organisation, nous travaillons beaucoup, par exemple, avec l'Association des étudiants en médecine. Nous avons souvent recours aussi à des professionnels vraiment de la santé, dans les CSPS, dans les hôpitaux et tout, qui viennent vraiment apporter une expertise lorsque nous ne maîtrisons pas tous les contours de la thématique. Un deuxième défi que j'ai vraiment rencontré, c'est logiquement la mobilisation en fait, des ressources, le manque de financement, surtout pour une organisation jeune. Malheureusement, dans nos sociétés, les gens s'attendent à ce que vous fassiez d'abord vos preuves avant en fait, de vous accompagner, avant de vous propulser. Donc, en tant que jeune organisation, c'est à vous de pouvoir faire de petits pas. Donc, avec les héroïnes du Faso, j'ai énormément compris que c'était important de faire de petits pas, poser des bases, de faire nos preuves et que par la suite, d'autres personnes pourraient venir en fait nous propulser dans cette dynamique pour nos actions en faveur de la santé et du genre. Et enfin, un autre défi, c'est logiquement en fait le contexte actuel de mon pays qui n'est pas très adapté pour nos actions en lien avec la santé et le genre. Parce que de plus en plus, les priorités changent. Actuellement, les priorités, c'est de stabiliser davantage, c'est de rendre en fait le pays encore plus sécurisé, c'est de combattre en fait tous ces conflits armés que l'on subit. Donc, les priorités des organisations, les priorités en fait de nos organisations ne coïncident pas forcément avec les priorités de nos dirigeants. Donc, c'est vraiment difficile souvent de pouvoir en fait mener en fait des actions dans ce sens lorsque les priorités en fait sont ailleurs. Et ce que l'on fait, on fait avec les moyens vraiment de bord, on s'adapte et on suit vraiment le chemin comme il est. Et on espère que tout se passera bien pour nous. Merci. Merci.
Merci beaucoup Farida. Encore une fois, tu as dit beaucoup de choses extrêmement intéressantes et importantes. Vraiment de commencer quelque part, petit à petit. Personne n'a la solution phare à tous nos problèmes, mais au moins on commence, on essaye, on voit si ça marche, on modifie et puis on continue. Et aussi au niveau des priorités, je pense que c'est extrêmement important. C'est vrai que les gouvernements, ils ont beaucoup de priorités qui sont parfois des priorités qui ne sont pas celles des populations, malheureusement. Et donc, vraiment de s'assurer qu'ils puissent les intégrer dans leurs agendas nationaux. Et c'est pour ça qu'on fait tout ce plaidoyer au niveau du partenariat RBM avec Speak Up Africa et avec tous les autres partenaires avec lesquels on travaille. Le Fonds mondial, la conférence de reconstitution des ressources, j'en parle encore une fois, c'est vraiment extrêmement important et c'est important qu'on puisse le prioriser et donc dans toute l'année prochaine qu'on ait une campagne commune, toutes et tous ensemble, où on pourra alerter, interpeller nos dirigeants sur les réseaux sociaux, comme vous en avez toutes et tous parlé au niveau du panel. Et tu disais, Yero, vraiment ce pouvoir, surtout Twitter, qui est vraiment là où il y a beaucoup de dirigeants politiques, de décideurs politiques, de les interpeller directement et de s'assurer qu'ils priorisent donc le paludisme, le climat, le genre et toutes nos thématiques. Au niveau de Yero, je reviens vers toi parce on a parlé des challenges et Farida a parlé des solutions, on parle aussi des priorités. Selon toi, quel rôle donc jouent les initiatives menées par des jeunes, que ce soit sur le climat ou sur la santé, dans l'élaboration des politiques nationales ou régionales en matière donc, de santé ou de climat? Et est-ce que tu peux nous partager brièvement des exemples de réussite? D'accord, merci beaucoup. Bon, je crois que hier lors du symposium, lors de la Speak Up Africa Day au niveau de Radisson, je crois bien que c'était Kingsley qui avait évoqué un point sur la place des jeunes dans les sphères de décision. Bon, une amalgame a ressurgi, In et Ron, ils sont sur la table ou ils sont autour de la table. Bon, moi, je n'ai pas compris. Toute la nuit, j'ai cogité à essayer de comprendre. Mais une chose est certaine, il y a un problème. Du moment qu'on commence à hésiter, on commence à chercher la place, c'est que vraiment la place n'est pas définie. Juste pour annoncer et faire comprendre qu'aujourd'hui, dans les politiques d'élaboration des politiques nationaux ou bien globales ou bien au niveau même local, il y a énormément de couacs. Mais comme on me demande énormément d'aller sur le positive vibes, donc je vais revenir que sur les parties où les jeunes vraiment se sont illustrés. Bon, les paradigmes ont changé. Je ne dirais pas comme avant parce que je n'étais pas là avant. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus écoutés. Déjà dans la salle, avec le forum des jeunes Galiens, vous voyez à quel point que nous sommes nombreux de jeunes. Je ne stigmatise pas les autres, mais nous sommes assez nombreux. Ces choses pour vous faire comprendre que je ne sais pas ce qui se passait avant, je pense qu'après je vais demander, mais je suis sûr et certain qu'avant, c'était très difficile pour des gens qui étaient plus jeunes que nous d'avoir accès à ce genre de forum. Donc si aujourd'hui on a cette liberté d'être là et surtout d'être écouté, les paradigmes ont changé. Et personnellement, j'ai vécu des expériences enrichissantes. Je fais partie de ces chanceux-là qui ont été impliqués dans l'élaboration de beaucoup de politiques. L'une des dernières en date, c'était lorsqu'on était en train d'élaborer le bilan de la Banque mondiale sur le changement climatique au niveau du Sénégal. C'est un papier comme ça. Et ils ont fait appel à moi, ainsi qu'à beaucoup de jeunes, afin de pouvoir élaborer ce document. Bon, moi je m'étais dit que c'était une réunion classique, mais à la suite d'un voyage, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Ah bon, tu as travaillé sur ça, j'ai fait ma thèse là-dessus. » Et sache que ce document, il est important. Là, je suis que vraiment, j'ai assisté à un truc important. Autre chose aussi, quand je parle de paradigmes qui ont changé, je pense que ceux qui sont plus dans les ONG savent qu'aujourd'hui, la manière d'élaborer les programmes aussi ont changé. Avant, c'est plus du genre, on appelait le docteur ou bien d'autres personnes se mettre dans un bureau pour élaborer les programmes. Et on arrivait à voir comme on va chez le couturier, on nous dit oui, je vais en sur-mesure. Et on arrivait sur le terrain et l'habit ne nous arrivait plus. Donc les programmes étaient arrivés à un moment, je ne vais pas citer le programme des ODD, le programme bien avant les ODD, le programme sur les millénaires, qui s'est avéré être un programme qui n'était pas adéquat. Donc l'ensemble de ces programmes-là, on était en déphasage avec la réalité.
Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant faire appel à des concertations pour l'élaboration des programmes. On organise une session comme celle-ci. On appelle des gens qui s'y connaissent. Et la plupart du temps, des jeunes. Et pourquoi les jeunes? Parce que ces jeunes-là s'avèrent être vraiment les éléments cruciaux dans la résilience climatique et surtout dans la lutte contre le paludisme. Je pense qu'hier, le docteur Saussé en a parlé lorsqu'il racontait une anecdote où ils avaient fait appel à des jeunes pour, je crois que c'était l'Ebola, au niveau d'un pays, je crois qu'ils avaient fait appel à des jeunes. Je me suis dit, bon, pourquoi vous n'avez pas fait appel à des vieux? Bon, ça par contre, je pense qu'après, il pourra répondre. C'est juste pour vous faire comprendre que lorsque le monde a des difficultés, lorsque le monde a des problèmes, la première des choses à qui on pense, ou la première personne à qui on pense, ce sont des jeunes. Et je pense que ce fait qu'on interpelle les jeunes n'est pas à négliger. Ça montre la place prépondérante qu'ils occupent dans notre communauté. Une chose aussi qui m'a marqué, c'est, par exemple, dans nos pays, nos amis du Mali et du Burkina qui sont là, qui vivent actuellement des difficultés dans certaines zones de leur pays, j'adresse toute ma compassion. Mais il faut se demander, mais pourquoi aujourd'hui le système éducatif ou le système de la santé dans ces zones où il y a des terroristes perdure toujours? C'est parce qu'il y a des jeunes qui sont dans ces zones-là, à qui on fait appel, à qui, même si les médicaments viennent de par les airs ou bien de par trucs, reçoivent les médicaments, parce qu'on sait que ce sont ces jeunes-là qui peuvent vraiment prendre la relève lorsque, même s'ils n'ont pas fait des formations en médecine. Donc, en gros, vous voyez, en un petit peu de temps, on voit un peu des actions que ces jeunes-là mènent, qui ne sont pas capitalisées, qui ne sont pas montrées. D'où la nécessité, sur les réseaux sociaux, de montrer effectivement que ces jeunes-là sont en train de faire d'énormes choses. Donc, c'était en gros ça. Et aussi, ce qui est aussi important, il y a énormément aussi de bonnes pratiques et surtout des résultats sur lesquels les jeunes s'illustrent. Toutefois, je ne peux pas m'en passer. Toutefois aussi, il faudra qu'on comprenne aussi une chose. C'est que c'est pareil, c'est comme à la COP ou bien avec les différentes conférences. On essaie à chaque fois de dissocier la jeunesse au point essentiel. À chaque fois, vous verrez, vous allez voir forum des jeunes. C'est le forum des jeunes. Et ensuite, on va parler des choses sérieuses. Là, il y a un problème. Là déjà, il y a un problème. Donc, je pense qu'il est impératif qu'on essaie. Oui, c'est vrai, entre les jeunes, c'est vrai, c'est plus bruyant. Mais il est impératif qu'on essaie un peu d'associer plus les jeunes dans l'élaboration de ces politiques-là, qu'elles soient au cœur. Je ne dirais pas, je ne vais pas faire l'amalgame de Kingsley, mais qu'elles soient au cœur de l'élaboration de ces politiques-là. C'est un point qui est assez essentiel. L'Union européenne l'a réussi. Je pense qu'il y a des plus expérimentés que moi ici, donc je vais faire attention à ce que je dis. L'Union européenne l'a réussi. Vous allez aller au sein du Parlement de l'Union européenne, vous allez voir, il existe un Parlement de jeunes de l'Union européenne. Donc cette personne-là, si en 56 ans, il milite au sein du Parlement de l'Union européenne, si demain il devient député, il n'aura pas besoin de prendre un assistant, comme certains ont commencé à le faire ici, parce qu'ils sont devenus députés et puis se demandent, mais à quoi sert un député? C'est arrivé ici au Sénégal, je ne vais pas citer de nom. C'est juste pour faire comprendre qu'il faut qu'on inclue les jeunes dès à présent dans l'élaboration des politiques, parce que les politiques en question, ça les concerne eux, et ça sera à eux de l'exercer. Donc, je pense que c'était tout ce que je devais dire par rapport à ça. Merci, merci beaucoup Yero. J'adore comment tu as commencé à féliciter le Forum des jeunes pour ensuite dire que... Mais je pense que tu parles de ce changement de paradigme et de cette évolution et ça vient du leadership. Je pense professeur Awa-Marie Kolsek qui a créé ce forum ici au niveau de l'Afrique et qui donne cet espace. Et donc aujourd'hui, on est là en amont du Forum Galien et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont participer aux sessions et aux panels. Et le but, c'est vraiment d'intégrer la grande scène et d'avoir aussi ces espaces de discussion entre jeunes où on peut discuter candidement et ouvertement et trouver des solutions et ensuite les porter au niveau des forums. On l'a fait la semaine dernière au niveau du Forum mondial de la santé où Odinaka a name drop en disant qu'il avait une session intergénérationnelle avec Peter Sens, mais c'est vrai qu'il faut le noter. On a eu une session avec
le directeur exécutif du Fonds mondial et le Conseil des jeunes et Farida de RBM. Et c'est vrai que c'est vraiment avoir ces discussions et échanger sur les bonnes pratiques, mais ça commence aussi avec vraiment avoir un sit at the table, comme on dit. Et donc, bon, j'espère qu'on est assis sur des chaises autour de la table, pas sous la table ni sur la table, mais en tout cas qu'on a un espace autour de la table des prises de décision. Et si on ne nous en donne pas, que l'on puisse créer nos propres tables et nos propres mécanismes pour faire changer les choses. Petite transition donc pour toi Zainaba, dernière question, et ensuite on passera peut-être à une ou deux questions du public et ensuite on aura le discours de clôture de Ngisali. Zainaba, si tu avais le pouvoir d'apporter un changement politique ou un changement dans la façon dont on aborde les défis climat-santé à l'heure actuelle, si c'était toi qui étais présidente du Mali ou de l'Union africaine ou peu importe, qu'est-ce que ce serait ? Non ? C'est bon maintenant ? D'accord. Alors, je disais que c'était une question compliquée, mais je vais essayer d'y répondre. Si j'avais le pouvoir, la première des choses que je ferais, ou sinon dont je vais promouvoir, ce serait une collaboration des acteurs santé, mais aussi climat. En fait, l'impact du changement climatique sur la santé est indéniable. On le voit tous les jours, que ce soit le paludisme ou avec l'augmentation de la chaleur, nous avons l'anophèle femelle qui se reproduit très rapidement, plus rapidement, ou que ce soit les inondations qui amènent des bactéries provoquant d'autres maladies et bien d'autres en fait. Donc l'impact est réel, l'impact est là, nous le voyons. Donc, il est important qu'on se donne la main pour travailler ensemble, acteurs climatiques et acteurs santé. Pas que paludisme, mais acteurs santé de manière générale. C'est très important. Il est beau de travailler chacun de son côté, comme nous le faisons d'ailleurs maintenant, mais c'est mieux de travailler ensemble et je pense que c'est là qu'on pourrait avoir un impact conséquent. Donc il faut une approche intégrée et que les gens puissent travailler ensemble, société civile, gouvernement, mais aussi les PTF, les partenaires techniques et financiers. La deuxième des choses, si j'avais le pouvoir aujourd'hui, ce serait d'institutionnaliser en fait cette approche-là. C'est bien de collaborer, mais c'est aussi bien d'avoir des documents qui puissent nous permettre de travailler à de très haut niveau, comme des politiques liant santé et climat. Il existe énormément de politiques, en tout cas au Mali, des politiques nationales sur le climat, sur l'environnement, sur la santé, mais il est important aujourd'hui qu'on ait une politique conjointe qui lie santé et climat également, et cette politique sera bien évidemment accompagnée d'un plan d'action que nous allons ensemble mettre en œuvre. Et comme Miro l'a dit, il est important aussi que dans ces politiques, toutes les parties prenantes soient autour de la table ou sur la table. C'est une question qui reste à se poser. Mais il faut quand même que nous participons tous, parce que je le dis très souvent, si nous avons énormément de politiques dans nos pays et que ça stagne toujours, les actions ne sont toujours pas menées, c'est parce que les plans d'action de ces politiques sont mis en œuvre ou sinon écrits par une minorité, par un seul côté, souvent par le gouvernement et par la présence des PTF, par exemple, qui seront amenés à financer. Mais c'est difficile souvent de financer un plan d'action dont on n'a pas participé forcément à l'élaboration et dont on ne connaît pas réellement le contenu. Pareil pour la société civile, quand elle ne participe pas à la rédaction de ces politiques-là, ce serait très difficile souvent d'être impliqué à sa mise en œuvre. Donc ce serait ces deux choses, la collaboration et ensuite institutionnaliser cette collaboration à travers bien évidemment une politique. Merci, merci beaucoup Zainaba du Mali, et je tiens à saluer... Et vous avez manqué beaucoup de très intéressantes discussions. Docteur Michel Sidibé, bienvenue à la session du Mali également. Donc voilà. Merci beaucoup Zainaba. Je pense que c'est très important, et donc j'ai hâte que tu sois une décideuse et que tu puisses le mettre en œuvre. Mais en attendant, que penses-tu d'intégrer un volet santé dans vos réseaux du climat au niveau du Tchad, du Burkina, du Mali et bientôt du Sénégal?
Bien sûr, nous y pensons. On va dire depuis ma nomination en tant que coprésidente du groupe de travail jeune du RBM. Donc, il est important que je me penche aussi un peu sur ce volet. Donc, nous y pensons. Donc, c'est dans nos perspectives, bien évidemment, d'action. Au Mali, nous sommes en train de travailler sur un forum international sur le climat, l'environnement et l'économie. Et courant ce forum, il y aura plusieurs panels thématiques où on parlera de mobilité climatique, de sécurité climatique, mais aussi de climat et santé. Parce qu'il est important aujourd'hui qu'on fasse le lien entre climat et tous ces points qui rentrent en jeu. Merci beaucoup. Donc on va suivre, vu qu'on travaille ensemble. Merci beaucoup Zainaba. Alors, il est 16h22. Il y a déjà une main levée. Voilà, deux. Voilà. Alors on va faire 2 questions et ensuite on aura le discours de clôture de Ngisali Turpin, Madame Ngisali Turpin, qui est directrice de Enda Santé. Est-ce qu'on peut leur donner un micro, s'il vous plaît? On va juste prendre, et j'espère que ce sont des questions et pas des commentaires. C'est important. Bien, bonsoir. Si vous pouvez vous présenter aussi. Oui. Je suis Bonbon Oumorbe Maxime, je suis interne en pharmacie et je suis également le président honoraire de l'Association des étudiants en pharmacie du Togo. Donc vous parlez du paludisme, c'est un problème sur lequel nous avons travaillé également. Mais d'abord je tenais à vous féliciter, mais il y a une chose qui m'intriguait. J'aimerais d'abord savoir, dans toutes les activités que vous menez, quelles sont les actions ou bien quelles sont les activités menées pour mesurer l'impact de ce que vous faites? Ça, c'était ma première question pour comprendre. Parce que d'une part, c'est bien de communiquer sur les réseaux sociaux, mais d'une autre part, c'est important que le message arrive ou bien parvienne à la personne à laquelle ce message est destiné. Ça, c'est très important, puisque ça devient comme si nous parlons sans avoir à voir le retour sur ce que nous disons. Maintenant, le deuxième point. Est-ce que, en tant que panéliste et personne influente, en tout cas parmi nous les jeunes, est-ce que vous avez pris la peine de vous approcher de vos aînés? Je suppose qu'il y a des programmes de lutte contre le palud dans vos pays. Est-ce que vous les avez approchés? Est-ce que vous essayez de discuter pour voir ce qu'ils font déjà et essayer d'analyser ce qu'ils font pour comprendre quelles sont les failles? Parce que nous l'avons fait. Parce qu'au début, nous travaillons avec eux, mais nous avons également essayé de comprendre qu'est-ce qu'ils font et pourquoi est-ce que ce n'est pas à ce niveau. Mais vous allez comprendre un truc simple, d'accord? Par rapport à la dispensation des moustiquaires imprégnés. Des fois, ça dépend du comportement de la population. Dans certaines zones rurales, par exemple, lorsqu'ils utilisent ça, par exemple, pour clôturer leur poulailler, par exemple, ou utilisent cela peut-être pour faire de la pêche, par exemple. Donc, mais si vous essayez de comprendre pourquoi ce comportement est là, ça vient d'une part, c'est l'éducation. Regardez, je donne un exemple simple. Oui, alors juste, comme je disais, il nous reste 2 minutes. Oui, est-ce qu'on peut avoir une question spécifique, s'il vous plaît? Oui, c'est ça que je demandais. Pourquoi, en tant que jeune, vous ne vous axez pas sur l'éducation en particulier? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas des plaidoyers en vous concentrant plus sur le système éducatif, où vous mettez plus en particulier ce domaine-là, le paludisme et le climat? Puisque si nous ne faites pas une bonne prévention, vous avez beau soigner des malades, vous ne luttez pas contre le paludisme. Or, il faut que ce soit d'abord l'hygiène, c'est le premier axe, puisqu'il faudrait une lutte vectorielle d'abord pour pouvoir vraiment anéantir le paludisme. Pourquoi est-ce qu'on n'allait pas dans ce sens-là en particulier? Ou si vous allez, quelles sont les actions que vous avez mises dans ce sens? C'est ma question. Merci. Merci beaucoup. On va prendre la seconde question et comme ça, on va se répartir la réponse. Je vois qu'Odinaga est déjà dans les starting blocks pour répondre. On va prendre la question de madame, devant, avec le très beau foulard. Merci beaucoup. Moi, c'est professeur Rokia Sanogo. Je suis enseignant-chercheur en pharmacie. Je mène la recherche sur la pharmacopée. Donc, je salue le leadership de tous ces jeunes. Et je suis très contente qu'on parle du Mali. Par hasard. Et je crois que vous avez parlé de collaboration. Il est très important de collaborer, qu'il y ait une collaboration entre les systèmes traditionnels et les systèmes conventionnels. Et quand il s'agit de paludisme, les 2 grandes molécules qui soignent le monde entier du palud viennent des médecines traditionnelles. Donc, Charles, il est parti, je lui disais que si nous voulons améliorer les indicateurs de santé, il faut que les enfants
qui ont le paludisme arrivent à temps à ces molécules-là. C'est très important. Et aujourd'hui, nous devons mettre en place un travail qui touche les femmes. C'est toutes ces vieilles pédiatres qui s'occupent des enfants. Il faut mettre en place une bonne collaboration. Et c'est que j'invite les jeunes, c'est un de mes combats aujourd'hui, sur la question de la transmission du savoir. Vous êtes des leaders, approchez-vous des aînés. Il y a des détenteurs de savoir et de savoir-faire qui ont beaucoup de solutions. Toute la science, ce n'est pas ce qui nous vient d'ailleurs. On a beaucoup de sciences. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour ce commentaire. Je vais laisser donc Odinaka. Je pense que do you wanted to answer the question from our young fellow from Togo? Okay, thank you so much. And thank you so much for that question. Unfortunately, we did not have enough time to give so much detail about some of the work that we've done. But then a lot of the things we shared are basically highlight. But just to have answers to some of the questions that you asked, I'll give you an instance with the work we're doing in Nigeria. There's no intervention that we do in a community that we don't involve the National Malaria Elimination Program Office or the State Malaria Elimination Program Office, because you asked if we do consultations to inquire about what work is already done in certain communities before we intervene. We understand that as young people, our contribution to the fight is more of a contribution rather than a new initiative. So we're not coming to start something new entirely. We're looking at what is already being done, we're identifying the gaps, and we're creating solutions to help address these gaps. The community that I had given an example with, for instance, we did an assessment, first of all, in that community, and these assessments were led by young people. We asked questions, we interacted with members of the community, we worked with the traditional youth council that is localized in that community and made them volunteers on the project. They were the ones who were involved in the interactions around that community. They asked questions about why communities don't use BedNet. Do they have? What are the challenges if they have, and why are they not using? Right? The answers from these questions was one of the things that made us prioritize, facilitating the distribution of BedNet for that community as one of the interventions that we want to see happen. We asked questions about why they don't have primary health care, because we checked and we did not see. Why don't they have a primary health care? The elders of the community, the traditional council, we had in meetings with them. They were the ones that shared with us the history of the government, that they have had to, so many times they've had to meet the government to ask for that access. But then every time, because they don't support the government, they don't receive that. So we got feedbacks, and we created solutions, we created ideas that could help to bridge these gaps, right? This is one of the key things. And even when it comes to the concept of the use of BedNet, for instance, one of the things that we figured out at community level is that usually government come and they distribute BedNet to the people, or non-profit and in other initiatives. But they don't get to ask these community members whether they use the BedNet. And in cases where they don't use this BedNet, they don't get to ask them why they don't use this BedNet. So one of the things that we do is we stay so close to the community members that we hear them talk about their concerns about the use of BedNet. Some of them tell you how it causes them heat, how it causes them rashes, how the materials are made from rubber, and all of that. I, for instance, as a young person, have had the privilege. Odinaka, thank you so much. I think that you guys can continue this conversation. I know that Zainaba wants to address it also. Zainaba voulait répondre. Merci beaucoup, Odinaka. Il nous reste vraiment pas beaucoup de temps et je veux pas manger sur le temps de Ngisali, donc. D'accord, Maëlle, oui, je vais essayer d'aller rapidement. Je voudrais en fait intervenir au niveau de l'éducation dont il a fait mention. Je pense que j'en ai parlé dans mes propos par rapport à ce que nous faisons au niveau du réseau, et l'éducation est vraiment l'un de nos objectifs principaux. Et d'ailleurs, on travaille actuellement sur un projet d'éducation environnementale et climatique des enfants dénommé Green Kids et qui est financé par le gouvernement italien à travers Youth for Climate. Et ce projet en fait consiste à former des enfants de 9 à 14 ans
sur les pratiques du développement durable, sur les changements climatiques, la protection de l'environnement, parce qu'on se dit qu'en fait, à un certain niveau, il est difficile de changer de mentalité, mais quand on essaye très bas, c'est très facile, c'est très simple, et le résultat est vraiment incroyable, parce que quand on passe dans les salles de classe, à la fin de chaque module, les enfants nous demandent, Madame, est-ce qu'on revient demain? Est-ce que la session continue? Tellement ils sont intéressés par la question et tellement ils comprennent vite la question. Et la finalité de ce projet Green Kids, c'est vraiment de faire un plaidoyer de haut niveau pour que l'éducation environnementale soit insérée dans le système éducatif malien, parce que justement, nous avons vu l'intérêt que montrent ces enfants. Donc, on se dit qu'il est important que tous les enfants puissent en bénéficier, d'où ce plaidoyer sur lequel on est en train de travailler. Et ce sera à ces enfants de 9 à 14 ans de prendre la parole devant les autorités et demander à ce que l'éducation soit insérée dans leur système éducatif pour que leurs pères, bien évidemment, puissent aussi bénéficier de ces formations-là. Donc, nous y travaillons, en tout cas au niveau du réseau des jeunes sahéliens pour le climat. Merci beaucoup Zénaba. Je pense qu'on peut applaudir extrêmement fort tous nos panélistes et panélistes. Merci vraiment pour ces discussions que j'ai personnellement trouvées très intéressantes. J'espère que vous tous et toutes aussi. Et on continuera donc cette discussion. Je pense que c'est important qu'on puisse après aussi discuter et prendre les informations des personnes qui voudront continuer, qui ont d'autres questions aussi, mais vraiment soutenir le groupe de travail de RBM dans le cadre des jeunes, travailler aussi avec le Fonds mondial, travailler sur la campagne de reconstitution des ressources pour l'année prochaine et apporter aussi vos idées et votre contributions qui sont extrêmement importantes. Donc encore une fois, merci à toutes et à tous et je vais donc vous inviter à vous rasseoir et maintenant inviter Nguissali Turpin, donc Madame Nguissali Turpin qui est la directrice de ENDA Santé Afrique pour le discours de clôture. Bienvenue. Merci beaucoup, Maëlle. Après, on peut faire la photo après, ouais. On va pas s'enfuir, on sera là, ne vous inquiétez pas. Non, ils ne veulent pas prendre la photo avec moi peut-être. Si, on va faire. Merci beaucoup, Maëlle. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, avec une mention spéciale à Madame la ministre d'État, le professeur Awa Marie Kolsek, et Madame Yacine Djibo, directrice exécutive de Speak Up Africa. Je commencerai par dire de manière aussi claire que possible ceci. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Je me répète, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Je commence par là parce qu'il est à mon sens fondamental pour nous toutes et nous tous ici présents de changer tout de suite et maintenant de posture, et ce, de manière drastique. Il n'est plus question que l'on soit passif, il n'est plus question que l'on soit attentiste, il n'est plus question que l'on soit observateur, car c'est dans les moments les plus difficiles que nous devons faire la différence. Et malheureusement, nous sommes effectivement dans un de ces moments difficiles. Dans toute l'histoire de l'humanité, la planète ne s'est jamais réchauffée aussi vite que maintenant. Depuis plus de 200 ans, les activités humaines représentent la cause principale du changement climatique. Si rien n'est fait, 600 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de la faim d'ici à 2080 à cause du changement climatique. Bien que notre continent représente le point d'émission de gaz à effet de serre le plus faible, il paie le plus lourd tribut au réchauffement climatique. Une injustice climatique à laquelle il faut définitivement mettre fin. Un moment difficile, c'est vrai, mais nous avons également de réelles opportunités pour faire la différence. L'Afrique est la région la plus jeune du monde. 70% de la population en Afrique subsaharienne a moins de 30 ans. Quelle meilleure opportunité que celle-là pour soutenir la croissance et le développement durable de notre continent.
Certains diront, ils sont trop jeunes, elles sont trop jeunes, ils n'ont pas assez d'expérience, elles n'ont pas assez d'expérience. Ils ne comprennent pas les enjeux, elles ne comprennent pas les enjeux. Encore pire, certains diront, on ne les voit pas, ces jeunes. Ceux-là n'ont clairement pas été associés aux sessions et aux échanges que l'on a depuis hier. Ceux-là n'ont clairement pas été en capacité de créer pour les jeunes les conditions favorables à un accès aux plateformes et instances de prise de décision. Ils n'ont pas été en capacité de fournir le mentorat et l'accompagnement pour vous permettre à vous les jeunes de bien comprendre et de bien cerner les enjeux, notamment en matière de climat et de santé. Ils n'ont tout simplement pas été en capacité de vous écouter, vous les jeunes. Qu'est-ce que l'on fait à partir de là? À mon avis, on change de posture. Ne demandez plus, prenez. Vous avez dans cette salle certains des leaders africains qui font notre fierté depuis plusieurs décennies. Je ne citerai personne, mais suivez mon regard. Combien d'entre vous, et là je m'adresse aux jeunes, combien d'entre vous ont engagé depuis hier ne serait-ce qu'une discussion avec l'un d'entre eux? Vous me direz, on ne les connaît pas. Vous me direz aussi, on ne sait pas qui est qui. Bon, je vais vous aider. Et ça, c'est mon action. Si vous occupez actuellement ou avez occupé dans le passé des fonctions managériales dans une organisation de la société civile, dans une organisation internationale, dans le secteur public, dans le secteur privé, je vous demanderai, avec tout le respect que je vous dois, de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. J'ai regroupé tout ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Alors voilà, les jeunes, vous les connaissez. Mon appel à l'action pour vous, les jeunes, ne sortez pas de cette salle sans avoir établi un contact avec au moins l'une des personnes qui s'est levée à l'instant. Prenez les micros et continuez à faire entendre votre voix. Combien d'entre vous ont moins de 35 ans dans la salle? Okay. Activez le pouvoir de votre majorité numérique pour imposer vos exigences, pour demander ce à quoi vous avez droit. Ce dont parlait Yero Sarr tout à l'heure, c'est exactement ça, le bloc commun. Prenez votre bâton du pèlerin, allez voir les uns et les autres et créez des alliances. Prenez individuellement la décision d'être à vos échelles respectives les acteurs du changement que vous souhaitez. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, dans 20, dans 30 ou dans 40 ans, vous porterez comme nous le lourd fardeau de devoir expliquer à vos enfants et à vos petits-enfants pourquoi vous n'avez pas pris un meilleur soin de la terre qu'ils vous ont prêtée. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Ngui Sali pour ce beau discours et cet appel à l'action. Et encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir participé, écouté cette session. Comme on l'a dit, le but c'est de travailler ensemble et de collaborer, d'intégrer, d'écouter les aînés et que les aînés écoutent les jeunes. Et vraiment, encore une fois, continuons le travail ensemble pour en finir avec le paludisme et diminuer considérablement les effets du changement climatique. Je vais maintenant appeler mes fantastiques panélistes jeunes pour qu'on fasse une photo de famille avec nos aînés. Donc je vous invite, docteur Sidibé, docteur Gaza, je vous invite aussi à venir. Est-ce qu'on peut se lever comme ça on
Venez, on va faire la photo. Cathy Fall, s'il vous plaît, du Fonds mondial. Farah Ndiaye, s'il vous plaît, de Speak Up Africa. Yacine Jibo, Dr Magda. Et bien sûr, last but not least, Dr Socéphale, s'il vous plaît.